Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Critiques d'Oupiane. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Cédric, alias Doup. Et les Critiques d'Oupiane, qu'est-ce que c'est? C'est votre rendez-vous hebdomadaire de critiques comics. Alors, un peu spécial quand même ces critiques comics, puisque, contrairement à ce qu'on peut voir, ce ne sera pas toujours sur des comics qui sont sortis ce mois-ci, la semaine dernière, ou qui vont sortir très récemment. Moi, en fait, mon but, c'est de vous faire partager mes lectures comics, et des comics, j'en lis beaucoup. Et donc, chaque semaine, je vais vous faire un petit peu le bilan de ce que j'ai lu. Alors, peut-être pas tout, parce que vraiment, ça ferait des émissions très très longues. Mais chaque semaine, j'ai décidé de mettre un focus sur trois comics, trois TPB, trois magazines que j'ai pu lire dans la semaine et que j'avais envie de partager avec vous. Ce sera pas forcément donc des actus, comme je viens de le dire, ça peut être des oldies. Alors moi, je fais pas mal entre de la VO et de la VF, j'alterne beaucoup. Ça pourrait être des versions VO, ça pourrait être des versions VF, des trucs qui sont sortis, des trucs qui sont sortis récemment, des trucs qui sont pas encore sortis, des trucs qu'on espère voir sortir, des trucs qui sont encore introuvables, mais que j'espère les éditeurs sortiront bientôt. Donc voilà, c'est un petit patchwork de tout en fonction de mes humeurs, de mes envies. Et je les partage avec vous, après 20 ans de critique comics à l'écrit, puisque moi j'ai commencé sur Buzz Comics, j'ai ensuite continué sur Top Comics, dont vous avez la version vidéo maintenant de la chaîne, et puis j'écris aussi pour superpouvoir.com, et puis pour Bruce Lee, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous plaît. Donc voilà un peu qui je suis, ce que je fais. Pour ceux qui sont là, pour les habitués, qui sont là depuis un petit moment, merci encore d'être là avec nous cette semaine, avec du lourd cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à être d'accord ou pas, puisque mes avis restent, mine de rien, que mes avis. C'est les avis d'un gars, certes, qui lit des comics depuis plus de 40 ans, mais qui peut oublier des trucs, qui peut être biaisé, qui peut avoir des avis différents. Et croyez-moi, j'en ai des différents. On va en parler pas plus tard que maintenant. Donc n'hésitez pas à réagir. Merci pour ceux qui sont là depuis le début. Ça fait super plaisir. Et puis, si vous avez des choses que vous avez envie que je critique, des reviews que vous avez envie que je fasse, tel bouquin que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le demander. D'ailleurs, je adresse un petit salut donc à Vincent Robert, qui est intervenu la semaine dernière dans les critiques d'Oupienne, et qui m'a demandé si je pouvais faire une petite liste de sélection de titres à 4 brocolis. Alors oui, on note en brocoli ici, c'est ma marque de fabrique, les brocolis. Donc on va aller de 0 à 5 brocolis, sachant que pour augmenter en brocoli, c'est de plus en plus difficile. Par exemple, c'est plus facile de passer de 2 brocolis à 3 que de passer de 3 brocolis à 3,5 ou de 3,5 à 4. Quand on arrive à 4, c'est déjà des gros morceaux de bande dessinée, des gros morceaux de comics que je conseille, des trucs qui sortent du lot. Et donc, Vincent Robert, il m'a dit, est-ce que tu peux nous faire une petite liste des choses à 4 brocolis? Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque prochainement, alors je sais pas quand, ça va dépendre un peu des lectures, ça va dépendre de l'actualité, ça va dépendre de ce que je lis, mais je compte bien vous faire, alors peut-être, pourquoi pas, en avril, en mai, avant l'été, je ne sais pas, peut-être en été, pour des séries d'émissions spéciales, je suis en train d'y penser, une liste donc de comics que j'estime à 4 brocolis ou plus, mais je vais me mettre quand même un petit challenge, c'est que je vais essayer de vous proposer des comics qui ne sont pas les comics habituels qu'on vous propose. C'est-à-dire que je vais essayer de chercher un petit peu au-delà des Watchmen, du Sandman et des choses comme ça qui sont excellents, voilà, mais je vais essayer de vous proposer quelques nouveautés. Donc je vais essayer d'y travailler, et puis dès que ça sort, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous lit, on vous écoute, on vous répond. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Parce que, mine de rien, ça fait maintenant un petit moment, plus de 3 mois, presque 4 mois, qu'on fait ces critiques d'Oupienne. Il y a toujours un public présent et c'est chouette. Et moi, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Encore une fois, je fais ces critiques-là à l'envie. Passer à la vidéo, c'est quand même quelque chose qui a été assez difficile à faire. Mais bon, pour l'instant, ça m'éclate, alors on continue. Et on va commencer tout de suite. Alors là, on est dans l'actualité vraiment très récente, puisque je vais vous parler de
Absolute Batman. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Absolute Batman qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant chez Urban Comics? Donc, la gamme Absolute. La gamme Absolute, en fait, c'est un petit peu l'univers Ultimate, mais chez DC. C'est-à-dire qu'on va reprendre le principe des super-héros classiques, Batman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Flash, etc. Et on va proposer un nouvel univers beaucoup plus moderne, en changeant les origines, en conservant plus ou moins l'essence du personnage, mais en essayant de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, ça donne la gamme Absolute qui a fonctionné du feu de Dieu, puisque je crois que les numéros d'Absolute Batman aux États-Unis ont été les numéros, vous savez, c'est des singles, donc c'est sorti chaque mois. Et bien, je pense que sur les 10 titres les plus vendus, il doit y avoir eu 7 ou 8 Absolute Batman. C'est un carton monstrueux. Le reste fonctionne, le Absolute Wonder Woman, le Absolute Superman, le Absolute Martian Manhunter. Le Absolute Martian Manhunter, on en avait déjà parlé ici, vous pouvez aller les retrouver. Et ouais, je progresse dans la technique YouTube, enfin j'espère, si ça apparaît. Voilà. Donc, deuxième vague donc des Absolutes, avec les deuxièmes arches narratives de tous ces super-héros. Et on commence donc par Absolute Batman. Alors, c'est écrit par Scott Snyder. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Scott Snyder, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait sur Batman au tout début. Donc il avait fait un arc où c'était Dick Grayson qui était en Batman. Je ne sais pas pourquoi j'ai sombre reflet, mais c'est pas du tout ça. C'est Dark Mirror, je crois, le titre en VO. Je l'avais lu en VO. Et c'était vraiment très bien. C'était Jock, je crois, et Francesco Francavilla qui était au dessin. Et j'avais vraiment aimé son approche, qui était très détective, etc. Snyder, il est devenu un incontournable de la scène comics et de DC Comics. Et du coup, DC a commencé à lui donner pas mal de responsabilités, et notamment la relance du titre Batman pendant les New 52. Et si ça commençait très très bien, avec la cour des hiboux qui était un petit peu sur les mêmes thèmes, Scott Snyder, il est tout de suite parti vers le glauque, vers l'horreur, vers le trash, avec le Joker. Et moi, ça m'a complètement sorti de Batman, personnage que j'aime bien, mais depuis ce jour-là, j'ai quasiment arrêté de lire du Batman, parce que le travail de Scott Snyder avec Greg Capullo m'a pas plu au bout de 12-13 numéros. On avait un Joker qui était défiguré, qui s'arrachait le visage, qui se le recollait sur la tête avec des agrafes. Tout ça pour montrer qu'il était fou. J'ai trouvé ça très très lourd, trop dans le gore, trop dans le n'importe quoi. Et du coup, moi j'ai arrêté. C'est-à-dire que j'ai jamais pu finir le Batman de Scott Snyder et de Greg Capullo. Je me suis arrêté, je pense, au numéro 15 ou 16, parce que vraiment, je trouvais pas ça bien, et j'aimais pas du tout la direction dans laquelle ça allait. Et là, c'est pareil. Alors, c'est-à-dire que là, Snyder, il fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, il va pousser les curseurs au maximum en proposant un Batman violent, avec des trucs gore, horrifiques, du sang, de la violence, etc. Mais je dois avouer que là, ça marche. Et que j'ai plutôt bien aimé, même si je ne suis pas dithyrambique là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais sur cet Absolute Batman, et surtout sur cet arc-là, qui s'appelle Abomination, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que, encore une fois, je pense que c'est cet arc-là, enfin ce bouquin-là, Abomination, c'est peut-être l'un des bouquins les plus trash sur les super-héros mainstream que vous allez lire de l'année. Franchement, c'est gore, c'est violent, c'est dérangeant. Il y a certains passages de cette lecture qui m'ont rendu très très mal à l'aise. Ce qui veut dire que, attention, c'est pas destiné à toutes les mains. Si votre petit cousin de 9 ou 10 ans, il aime bien Batman, faut pas lui proposer ça. Faut pas lui proposer ça, parce que c'est très très malsain. Et en fait, Snyder, il fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il fait du trash, du gore, du malsain, du dérangeant. Mais là, ça passe. Pourquoi ça passe sur cet Absolute Batman et ça passait pas, moi, sur le Batman classique? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que là, pour le coup, vu que c'est un nouvel univers, que c'est des personnages qui sont encore à établir, que le principe de base ce soit l'ultra-violence, ça ne me dérange pas. Alors que quand on poussait le curseur du Joker, mais du Joker classique au maximum, il était déjà fou le Joker, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Là, on comprend bien que le principe de cette série,
c'est à chaque fois d'en faire plus et de pousser encore le bouchon encore plus loin. Et donc, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas tout à fait. Parce que, en fait, dans ce bouquin, hein, qui reprend donc les épisodes 7 à 14 donc de Absolute Batman, hein, donc ça fait 8 épisodes, c'est quand même pas mal. C'est un gros bouquin, enfin, c'est un TPB vraiment costaud. On a un premier arc en 2 parties où donc ce nouveau Batman va rencontrer Mr. Freeze. C'est pas dessiné par le dessinateur habituel Nick Dragotta, c'est dessiné par Marcos Martin. On perd pas au change, hein, parce que Marcos Martin, c'est l'un des meilleurs dessinateurs de BD actuels. Hein. D'ailleurs, on reconnaît très très bien son style hein, à Marcos Martin. J'essaye de me remettre un peu devant la caméra. Voilà. Donc oui, c'est du Marcos Martin pur jus. On reconnaît très très bien le style. Et donc Batman qui enquête donc toujours sur cette mystérieuse organisation qui avait été mise en place, enfin qui contrôlait Black Mask, hein, le méchant du premier arc. Et ben il va tomber sur Mr. Freeze, qui est là, voilà, qui est sous mon doigt là ici. Donc une version de Mr. Freeze qui pour le coup est complètement un truc horrifique. C'est-à-dire ça part sur des microbes, sur des virus. C'est limite du fantastique et de la magie. Hein. Donc on est sur des terres totalement... alors nouvelles peut-être pas, mais en tout cas différentes. Et ça c'était quand même bien le but de proposer... Voilà, et ça c'est le Mr. Freeze de l'univers absolute. Il est quand même très très différent de l'original et c'est un monstre. On est sur des monstres, hein, là. Clairement on est sur des monstres. C'est pas mal, c'est pas mal. Marcos Martin, il fait un super boulot. Mais c'est super classique. Franchement, c'est super classique. Je me suis ennuyé. Voilà, je me suis ennuyé sur ces deux épisodes de Mr. Freeze, qui sont là un petit peu en attente bah, que Nick Dragotta revienne. Alors, Nick Dragotta, j'ai l'impression qu'il a du mal à enchaîner les épisodes. Ce qui est bizarre parce que dans East of West, sa BD, ben, je crois qu'il les a tous réalisés. Alors est-ce qu'il y a eu du retard à l'époque? Je peux pas vous dire. Mais bon, ces 2 premiers épisodes avec Mr. Freeze, euh, oui, alors c'est très bien dessiné, encore une fois. C'est très très bien dessiné. Mais ça raconte pas grand-chose. Voilà, Batman se bat contre un monstre, il est emprisonné, il est torturé. On n'apprend pas grand-chose sur ce Batman, même si ça introduit donc un personnage qui s'appelle Matches Malone, alors qui est une référence, hein, puisque c'est un alter ego de Batman dans la version classique, là dans l'univers absolu, c'est un vrai personnage. Bon, c'est pas fabuleux. Et moi, bah, je me suis dit, ok, c'est bon, ça raconte rien, je sens que je vais pas aimer. Donc ce premier arc, il est pas fou, voilà, il est pas fou, il est très bien dessiné, mais pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, ensuite, on enchaîne hein, donc avec un arc en 6 épisodes, donc qui s'appelle Abomination. Et là, c'est autre chose. Parce que Nick Dragotta, il revient, et on sent que Snyder, il en avait laissé sous le pied. Alors, quel méchant il nous sort ici? Bah, vous l'aurez vu hein, en couverture. Hein, le méchant qui ressort ici, c'est Bane. Mais alors, la version absolue, qui est... Alors, Bane, c'était déjà une marmule. Hein, voilà, il est 300 fois plus grand, 300 fois plus costaud, 300 fois plus puissant, 300 fois plus musclé. Et comme le Batman, il est déjà beaucoup plus carré que le Batman classique, si c'est possible, on sent que voilà, ça va dans l'exagération, donc forcément on va exagérer Bane, qui est une grosse brutasse, qui va devenir encore plus brute. Et on va jouer sur la déformation des corps, sur la déformation des muscles. Voilà, je vous spoil rien, ça c'est la première page de Abomination. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça ressemble à du Akira, vous savez, à la fin, quand le personnage est complètement grossi, se déforme. Donc on est vraiment sur des choses comme ça, sur la déformation des corps, etc. C'est limite du body horror. Hein. Mais moi, ça m'a fait penser à du Akira. Et donc voilà, Batman va enquêter avec ses amis.
Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé, moi, dans le Batman de Snyder, c'est qu'en fait, Batman, Bruce Wayne, il n'est pas tout seul. Parce que, en fait, changement, dans cet univers absolu, Bruce Wayne, sa mère est toujours vivante, il y a juste son père qui a été tué, et c'est pas un milliardaire, alors il trouve de l'argent, alors c'est plus ou moins expliqué comment, mais en fait, il a besoin de gens autour de lui pour l'aider, il a ses amis qui sont là, je sais pas si vous les voyez, là, ici, voilà, ici, eh bien, ses amis, ce sont donc Waylon Jones, c'est-à-dire celui qu'on connaît, nous, dans l'univers classique, comme Killer Croc, c'est Harvey Dent, qui n'est pas encore double face, c'est Edward Nygma, qui est le Riddler, qu'on ne connaît pas encore, c'est Ozzy, alias le Pingouin, c'est un Alfred version service secret, et donc, en fait, Batman, on se rend compte, et ça j'ai beaucoup aimé, que pour progresser dans ses enquêtes, eh ben Bruce, il a besoin de ses amis. Puisque Edward Nygma va l'aider pour tout ce qui est tech, pour tout ce qui est hacking. Le pingouin, enfin qui n'est pas encore le pingouin, hein, qui est Oswald, lui, il va l'aider pour tout ce qui est relation avec le crime. Harvey Dent, c'est un procureur, donc il peut l'aider avec les liens avec la justice. Alfred, c'est un barbouze, donc il est... Voilà. Et en fait, Bruce Wayne, il a besoin de tout ça. Il a besoin de tout ça pour progresser et être un meilleur Batman. Et je trouve que l'idée, elle est super intéressante. En fait, Batman, limite là, c'est un groupe. Et il le construit très bien, Scott Snyder, ce qui fait qu'on y croit. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est une super idée. Et puis donc, il va demander à ses amis donc d'enquêter sur les commanditaires du Black Mask de l'épisode 1. Ils vont tomber sur une île un petit peu au large de Gotham qui s'appelle Arc M, l'Arche M. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en France. Hein. Là, j'ai la version VO. Donc, c'est Arkham, on aura compris. Et donc, il va enquêter dessus, et puis il va tomber sur... puisque cette arche M, ce Arkham, il est dirigé par un méchant, je vous donne pas mais on le sait depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui préside donc et qui contrôle tout, qui contrôle les méchants, qui contrôle pas mal de monde, et qui s'est fait construire plusieurs arcs, plusieurs îles, comme ça, dans plusieurs pays. Et là, c'est une des plus importantes. Et donc Batman, il veut savoir ce qui s'y passe, donc il veut s'y rendre, et il va donc faire la connaissance d'un des protecteurs de Arkham, à savoir Bane. Alors la version de Bane, qui est vraiment un Bane hypertrophié, hein, quand on voit Voilà, ce dessin-là ne laisse pas de place au doute. Vous voyez bien la différence de taille, hein, puisque dès qu'il s'injecte donc son composé Venom, ce Bane il devient 10 fois plus costaud, 10 fois plus gros. On est vraiment dans de la transformation horrifique. Hein. Donc forcément, le pauvre Batman, il se fait défoncer. Et alors c'est à partir de l'épisode 2 que ça devient assez terrible. Je ne vais pas vous spoiler. On ne spoile pas hein, dans les critiques d'Oupienne, vraiment, donc restez, n'ayez pas peur. Il va se faire capturer et torturer pendant... à longueur de numéro, on va faire des expériences absolument immondes sur Bruce Wayne. Je vous dis pas pourquoi, hein, mais donc Bruce Wayne va se faire découper, on va lui arracher des trucs, on va l'expérimenter, on va le torturer, on va essayer de le briser. Alors cette fois-ci, Bane, il va essayer de briser Batman. Vraiment, alors là, physiquement, il va pas lui arracher le dos, il va commencer à le dépecer de toutes parts, à faire des expériences dessus, à lui injecter des trucs. Vraiment, c'est de la torture pendant 2-3 numéros. Et c'est ça qui rend vraiment le bouquin très très malsain. Je ne saurais pas dire si c'est bien fait ou pas. Moi, j'ai un gros problème avec la torture. Alors, dans les comics, ça passe mieux qu'en film. Je sais pas, j'ai été gêné, j'ai été dérangé, donc j'ai envie de dire c'est pas mal, parce que c'est rare quand un bouquin nous dérange. Je ne saurais pas dire si j'ai été dérangé en bien ou en mal. Faut que ça fermente un peu. J'ai fini de le lire hier ou avant-hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je sais pas, mais les images sont marquantes et ça m'a laissé vraiment une impression de malaise de ce Bruce Wayne sur lequel on fait des expériences pendant des mois, parce qu'il se passe des mois hein, pendant ce temps comics. Vous voyez, c'est
c'est un Bruce Wayne qui est torturé, qui est emprisonné, sur lequel on fait des expériences, et qui résiste. Et qui résiste. Il y a un but hein, derrière tout ça. Et il va rencontrer des gens qui vont l'aider. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire que Bane va s'attaquer à ce fameux groupe que Bruce a constitué autour de lui pour l'aider comme Batman. Et on va avoir un petit peu finalement les origines des super vilains qu'on connaît, qui sont liés donc à Bane et à ce Arkham, hein, avec des nouvelles versions, donc notamment celle de Killer Croc, que vous voyez ici, hein, et qui est encore une fois très exagéré, quoi. Parce que c'est du Absolute Batman. À un moment, il pousse vraiment loin, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, Bane, il fait des trucs à Batman, on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un rêve, ça peut pas exister. En fait, ça va vraiment très très loin. À tel point qu'à un moment, on n'y croit plus, hein. Moi, à un moment, je me suis dit, non, c'est impossible. Euh, alors, on va avoir un épisode au milieu qui va nous raconter les origines de Bane, de cet Absolute Bane, et qui est dessiné par Clayman. Et alors là, grosse surprise, Clayman, je le reconnais pas. Ouais, ça c'est du Clayman avec, vous avez vu le nombre de cases et le style, il est absolument pas reconnaissable. Moi, je reconnais à peine Clayman là-dessus. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins une ligne claire. Est-ce qu'il est en encreur? Je crois pas, hein. Non, 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 c'est Clayman tout seul. Regardez, c'est bizarre, hein. C'est pas du Clayman, ça, hein. Enfin, moi, on m'aurait montré ça il y a 3-4 ans. Jamais j'aurais identifié Clayman. Euh, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Regardez les détails, les cases qu'il y a. C'est un truc de fou. Euh, c'est vraiment un truc de fou, hein. Bon. euh, Bon, c'est les origines hein, de Bane, etc. Dragota revient pour le final. Alors, on a enfin. Je vous la montre, mais je vous montre pas parce que. Si, je vais vous la montrer, mais là, j'avais une couverture de Stanley Arjamlo et je déteste Arjam. Donc, j'essaye de vous trouver un dessin meilleur. Bah voilà. Vous l'aurez compris, c'est la absolute Catwoman, Selina, euh, qui va revenir aider Bruce, puisqu'elle fait partie elle aussi du groupe. Et quand il se passe des choses terribles sur ce groupe, eh bien, Selina va décider de l'aider. La fin est très très bon, hein. Alors vraiment là pour le coup, on se retrouve dans des exagérations de dingue, euh, avec un Bane de plus en plus difforme. C'est sanglant, c'est sale, ça tranche, il y a du sang partout. C'est vraiment très 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 violent, mais c'est plutôt réussi. Voilà, je vais pas vous mentir. Même si ça m'a mis mal à l'aise, j'ai trouvé l'histoire plutôt pas mal. À voir. Je suis toujours très très ennuyé parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas. Alors, ça m'a fait des sensations, hein. Après, ça m'a pas non plus renversé. Je crois que Stéphane hein, de la chaîne Top Comics, il vous en a fait une petite review où il va vous en faire une. Lui, ça l'a complètement foutu par terre. Moi, j'ai quand même pris du recul. C'est dérangeant. Je sais pas dans quel sens c'est dérangeant. Si c'est dérangeant dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que bon, clairement, c'est ce que Scott Snyder fait d'habitude. Mais là, comme il est dans un univers nouveau et que c'est de l'exagération, c'est un univers exagéré, en tout cas cette série-là, ça passe. Ça passe. Euh, c'est super bien dessiné, Nick Dragota, impeccable. Clayman, je vous dis, avec ce nouveau style un petit peu bizarre. Clayman, quoi. Ça, c'est du Clayman. L'impression d'avoir, j'exagère un peu, mais du Simon Bisley, quoi. Bon, Dragota revient dans ses exagérations terribles, hein. Voilà, regardez la tête de Bane, hein, c'est quand même un truc de fou. Euh, ça marche. Ça marche dans le cadre là, si on considère que cet Absolute Batman, c'est une série qui veut pousser au maximum l'exagération. Dans ce cadre-là, ça fonctionne. Donc je vais lui mettre quoi, cet Absolute Batman? Ben, je vais lui mettre 3 brocolis et demi. Parce que quand même,
Ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu touché. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Peut-être que ça va descendre, hein, c'est possible. Mais là, Scott Snyder, au moins, il a une bonne idée. Puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de la partie graphique, quoi. Nick Dragota, Clayman, qui a changé son style, Marcos Martin, ce qui arrive, ouais, c'est vraiment sale, hein. Là, je suis en train de relire un peu. Il y a des images que je pourrais pas montrer ici, hein, mais clairement, ce qui arrive aux pingouins, enfin, ce qui arrive aux amis de Bruce est assez crade. Mais c'est super bien dessiné. Voilà, ça plaira bien évidemment à tout le monde, hein. Cette espèce de Batman hyper violent, c'est parfaitement dans l'air du temps. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé encore trop de choses sur lesquelles me plaindre. Donc voilà, bah, cet absolu de Batman, je vais lui mettre 3 brocolis et demi. Allez-y, c'est une expérience de lecture, mais par contre, il faut être prêt, hein. C'est-à-dire que si vous êtes un peu sensible ou si vous êtes un peu fragile, n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est vraiment sale, c'est très très gore et surtout ne filez pas ça aux enfants. C'est pour ça que ça marche, hein. Moi, j'en suis persuadé. C'est pour ça que ça marche. Bon, on passe à autre chose, hein, qui sera quand même un peu plus léger. Enfin, léger. Euh, ouais, lourd mais léger. C'est le fameux Omnibus X Factor, puisque vous savez que il y a quelques semaines, Panini a décidé de ressortir des omnibus à prix réduit, 50 euros. Alors oui, prix réduit, hein, mais par rapport à un omnibus qui en coûte une centaine, c'est quand même moitié prix. Et là, bah, c'est l'omnibus X Factor de Peter David, mais alors les premiers épisodes, ceux qui étaient dessinés donc par Larry Stroman et Joe Quesada. Parce que Peter David, en fait, c'est un scénariste qui est resté, enfin, qui est revenu 2 fois sur X Factor. Il l'a dessiné, enfin, il l'a scénarisé, pardon, une fois dans les années 90, et puis il est revenu dans les années 2005, 2008, 2010, je ne sais pas, dans ces eaux-là, pour un run qui est, à mon sens, encore meilleur. Panini va le publier, je l'espère, en 3 omnibus. Faut y aller, parce que là, on est vraiment sur du très très bon. Je pense que ce deuxième run de X Factor, c'est le meilleur travail de Peter David. Et Peter David, j'en ai bien. Vous voyez, j'ai un omnibus Aquaman, hein, ici. Merci JB, hein, d'ailleurs. Bon, Peter David, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui a des faiblesses d'écriture, hein. Bon, il est décédé, donc on va rien dire sur cet auteur. Il a eu des runs mythiques sur Hulk, sur Aquaman, sur Supergirl, sur Young Justice, hein, qui n'a pas été publié en France. Il a eu des coups de moins bien, notamment sur la fin de sa carrière. Mais ça reste quelqu'un qui a apporté un nouveau ton. Et bah, ça avait commencé sur Spider-Man, mais ça a surtout explosé sur cet X-Factor. Alors moi, cet X-Factor-là, pourquoi je l'ai pris en omnibus? Bah, c'est parce que j'avais encore les versions intégrales de Semic. J'avais pas la VO. Autant le deuxième run, je l'ai tout en single VO. Autant là, bah, ce X-Factor, bah, j'ai bien aimé l'avoir en recueil. Et puis le petit prix a fait que ça a marché. Donc vous voyez, Panini, vous avez raison, hein, de faire des trucs à petit prix, parce que sinon, je l'aurais pas pris. J'aurais gardé mes VI, mais là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce X-Factor? Alors, ça a un poil vieilli. Je vous cache pas que ça a un poil vieilli, mais c'est quand même pas mal. On sent tout de suite une volonté d'aller dans l'humour, mais d'aller surtout dans la caractérisation des personnages. Et c'est vraiment la force de Peter David, c'est de proposer vraiment quelque chose en plus à ces personnages. Alors là, il relance la série, hein, puisque X-Factor, au départ, c'était Cyclope, enfin, c'était les X-Men originels, hein, Cyclope, Jean, etc. Et ça commence avec le passage de flambeau, hein, donc de Xavier, de Cyclope et de tout ça, qui vont passer, après la saga de l'île de Muir, donc la main à cette nouvelle itération de X-Factor. Et donc, X-Factor va devenir une agence gouvernementale. Avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Val Cooper, que moi j'ai toujours adoré, qui est l'espèce d'agent de liaison, c'est le Peter Gyrich de X-Factor, et avec des personnages qu'on connaît, mais pas tant que ça, puisque au départ on a Guido, qui était une espèce de faire-valoir dans les Nouveaux Mutants de Lila Cheney. C'était même plus un personnage secondaire, c'était un personnage tertiaire. Et donc dans l'équipe de Peter David, vous avez Guido, vous avez, je vous l'ai montré ici, hein, vous avez donc Guido, vous avez Lorna Dane, Polaris, Havok, l'homme multiple Madrox, Ran, et vous avez aussi Vif Argent. Vif Argent.
Euh, donc ça fait partie de l'équipe et ça va faire donc une équipe gouvernementale qui est aux ordres donc de Val Cooper. Ils vont donc agir pour le gouvernement. Et tout de suite, Peter David va mettre pas mal de comédie, pas mal de liens entre les personnages. On le connaît, on connaît ses forces, hein. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment le travail de Larry Stroman, qui peut en dérouter pas mal, mais moi, je trouve que ces planches, elles sont vraiment très originales. Alors, ce qui est terrible avec Stroman, c'est que c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que autant il peut nous balancer des pages qui sont magnifiques, autant des fois, il se rate complètement. Vous voyez, là, il y a un sens du cadre, il y a un sens de la compo qui est juste génial. Qui est juste génial, très anguleux, à la Jelly. Alors, rien à voir en termes de style, mais ça m'a fait penser un petit peu à un travail sur les ombres. Et puis, bah, des fois, vous avez des pages qui sont ratées, quoi. Voilà. Des fois, vous avez des pages qui sont ratées. Stroman, il n'est pas très régulier, en fait. Voilà, donc ça alterne le très bon, l'originalité, et puis des fois des dessins qui sont un petit peu plus, un petit peu moins bons. Le premier arc, il est classique, hein. Il sert à introduire l'équipe, à introduire les personnages, à introduire les relations entre les personnages, avec beaucoup, beaucoup de liens entre les persos, entre Ran, Ran et puis Alex, entre Lorna et Guido, entre... Tiens, je vais enlever la jaquette parce que ça m'énerve. Un truc qui ne doit pas exister dans la vie, les jaquettes. Ça sert à peine à se froisser ou à se casser, hein. Voilà. Stéphane, bonjour à tous. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a quand même une volonté graphique qui est plutôt sympa, mais qui n'est pas très régulière. J'aime bien la manière dont Stroman dessine les persos. Son sinistre, je trouve bien. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences de style chez Stroman? Je vais taper sur une de mes cibles préférées. Je pense que l'ancrage de Al Milgrom est pas toujours génial. Al Milgrom, c'est un très très bon encreur. J'en parle pas en tant que dessinateur. Je pense que des fois, il foire un peu. Je sais pas si c'était le plus adapté pour les dessins de Larry Stroman. Euh, mais en tout cas, graphiquement, ça donne quelque chose de très différent. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, et donc, ce premier arc où il y a plusieurs Madrox. Alors, on sent déjà, hein, le travail que Peter David a envie de faire sur Madrox. Il est plutôt intéressant, c'est pas mal, c'est un petit peu vieilli parce que voilà, on est dans les années 90. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. La résolution est un poil facile avec un politicien qui disparaît très vite. Mais vraiment, le lien entre les persos, il est fait en 4-5 épisodes. Et ça, c'est quand même une des grosses forces de Peter David. Ensuite, on a un deuxième arc qui est un crossover avec Hulk, puisque Peter David scénarisait Hulk période Panthéon. Et c'est pareil. Alors, Peter David, ça a toujours été un scénariste plus ou moins engagé socialement. Euh, et donc, du coup, il va parler de l'ingérence du gouvernement dans les pays étrangers, ce qu'on peut faire en temps de guerre, d'invasion. Alors, ça ressort vraiment beaucoup actuellement. Du coup, c'est très, très classique. Après, on a du Del Keown, hein, qui dessine les parties de Hulk. Et on a peut-être oublié, mais c'était quand même un sacré dessinateur, Del Keown, ancré par Mark Farmer. Même encore maintenant, hein, c'est vachement bien. Du coup, Larry Stroman revient derrière, on sent qu'il tire un petit peu la langue. Du coup, c'est moins recherché, c'est moins cadré, c'est un petit peu plus facile, même s'il reste encore... Vous voyez, on peut alterner vraiment le pas terrible qui est là, avec le plutôt bon qui est ici, là, juste sous mon doigt, là. Je trouve qu'il y a une différence de niveau entre les deux dessins qui est dingue, quoi. Qui est dingue, d'une page à l'autre. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Stroman. Donc, on a toute une partie sur l'ingérence. On a un arc un peu mou.
avec Cyber, les trucs qui sont centrés sur Guido, alors qui permettent hein, d'explorer le personnage de Guido, mais bon, voilà, il y a des annuals au milieu qui font partie de Shattershot, etc., alors qui sont dessinés par Joe Quesada, donc très très bien. Les dessins de Joe Quesada, c'est toujours quelque chose, hein, là aussi. Mais bon, on s'ennuie un peu. Les dessinateurs sont pas toujours terribles. On a des histoires. On a du Derek Robertson quand même à un moment qui devait signer ses premiers boulots avant d'attaquer sur les New Warriors. Ça, c'est du Derek Robertson sur l'annual. On a du Joe Madureira aussi. Voilà, des planches de Joe Madureira. Donc, dans cet omnibus, vous aurez. Alors, c'est vintage, hein, Joe Madureira. Hein, c'est Joe Madureira à ses débuts. Mais voilà, vous avez quand même du Joe Quesada, du Derek Robertson, du Joe Madureira. Bon, il y a du Jim Fern. Ah, là, tout de suite, c'est moins bien. C'est là, hein, là, ces épisodes-là sont un peu dans le ventre mou de la série. Dextroman revient, c'est un peu mieux. Et là, il nous fait donc tout un parallèle sur l'immigration, puisque en fait, on va avoir des mutants débarqués de Genosha qui vont demander asile aux États-Unis. Et les gens veulent pas les accueillir. C'est tout un truc sur l'immigration, sur l'acceptance des autres, ce qui est à la base le truc des mutants. Hein. C'est exactement ça. On a du Rurik Tyler. C'est un petit peu moins bien. Hein, voilà. Avec des planches qui sont vraiment pas belles. Hein. Voilà. Dextroman n'est pas là, ça baisse en qualité graphique. C'est assez dingue. Euh, Il y a du Marc Pacella aussi, quoi. On avait oublié Marc Pacella. Hein. Donc là, vraiment, vers le milieu du bouquin, ça devient vraiment dégueulasse, hein, niveau dessin. Là, on est dans le pire des années 90, avec des gens qui, des fois, essayent d'imiter le style de Stroman, des fois, qui font à côté. Oh, c'est moche, c'est horrible. C'est horrible de voir à quel point c'est moche, et ça fait apprécier encore plus hein, les dessins de Larry Stroman qui, s'il avait un style bizarre, au moins apportait quelque chose. Il y a un crossover encore au milieu, le chant du bourreau. Alors, dans cet omnibus, il n'y a que les épisodes de X Factor liés au chant du bourreau, ce qui fait qu'on comprend rien. Hein. Mais c'est dessiné par Jelly. Alors, le Jelly des débuts, qui est toujours intéressant. Moi, j'aimais bien à l'époque. Et puis, le chant du bourreau, c'est un très très bon crossover. Moi, j'avais beaucoup aimé le chant du bourreau. Voilà, vous avez des planches comme ça. Alors, c'est marrant parce que ça peut faire penser un peu à du Stroman hein, aussi, mais c'est du Jelly. Du Jelly des débuts. Ancré, je pense, encore une fois par Milgrom. Ça marche là-dessus. Ouais, c'est ancré par Milgrom. Et puis, après le chant du bourreau, on arrive à des épisodes qui sont dessinés par Joe Quesada, et notamment un épisode mythique, qui est un épisode de X Factor chez le Psy, donc dessiné par Joe Quesada. C'est son premier épisode régulier. Où on va pouvoir développer, ou Peter David développe en tout cas, toute une intrigue autour de ces personnages, et il leur sort des trucs vachement bien. Par exemple, Polaris, qui a un complexe sur son poids. Et ça, j'avais complètement oublié, hein, parce que je les avais lus à l'époque, mais alors Polaris, qui a un problème de poids, je pense que ça n'a jamais été réutilisé. Et je trouve ça vachement bien de nous sortir des super-héros avec des problèmes concrets de poids, etc. On va nous parler de Guido, on va nous parler des problèmes de Havok, de Val Cooper, etc. C'est plutôt cool. Joe Quesada arrive au dessin et tout de suite c'est un petit peu mieux. Hein. Le problème c'est qu'il n'est pas régulier. Quesada, il n'arrive pas à dessiner toutes les planches, donc des fois il se bâcle un peu, mais bon, ça reste quand même du très très bon dessin. Et on arrive sur une fin qui est ratée. On arrive sur une fin qui est totalement ratée parce que, en fait, donc
l'équipe de X-Factor va ramener ces mutants qui ont débarqué de Genosha, vont les re-ramener à Genosha qui a changé. Et ça va faire toute une histoire, sauf que Peter David, il se barre en plein milieu. Et il laisse le truc à Scott Lobdell. Et ça fonctionne pas. La fin est catastrophique. La fin est catastrophique. Quesada en fait de moins en moins et laisse de l'ancrage à Al Milgrom, ce qui fait que Milgrom, il commence à bouffer à fond la caisse les dessins de Quesada. Voilà, moi, là, Joe Quesada, je le reconnais à peine. À peine, tellement l'ancrage de Milgrom est présent. Il y a du fill-in partout. Et donc, la conclusion va se faire dans un arc alors qui est dessiné par Jan Dursema. Alors, qui a évolué elle aussi en style. On reconnaît bien, même si c'est écrit ici Joe Quesada, c'est pas du tout du Joe Quesada. Je pense que Panini s'est planté ou Marvel s'est planté dans les crédits. Puisque ça, c'est vraiment du Jan Dursema de l'époque. Elle qui dessine maintenant des trucs absolument extraordinaires. Je vous conseille, c'est Star Wars Legacy. Donc, Jan Dursema, ça marche pas. La fin marche pas. On a ensuite quelques annuals qui sont anecdotiques, on va dire. Et la fin sur Genosha marche pas. On a un crossover encore. On a la fin de l'arc avec Val Cooper. Mais c'est plus Peter David, hein, c'est Scott Lobdell. C'est avec le crossover. Oh, je sais plus comment il s'appelle ce crossover avec les Avengers. Comment il s'appelle celui-là déjà Fatal Attractions, voilà. Donc on a ces épisodes-là qui sont au milieu, qui... Ouais, ça pâtit un peu de ça. Voilà, donc on finit avec des annuals, des épisodes annexes qui sont sympas mais pas terribles. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce crossover, de cet Omnibus X-Factor? Ça partait pas mal. Larry Stroman, c'est sympa. Les idées développées sont sympas. C'est un bon run. Mais alors, la fin est catastrophique parce que Peter David est parti. Je sais pas pourquoi il est parti. Il a laissé les trucs en plan et ça devient vraiment pas bien. Je vais mettre 3 brocolis sur ce truc, mais non, je vais mettre 2,5 parce que en fait, ça a un peu vieilli et la fin est tellement horrible qu'elle nous gâche le début. Donc, je vais mettre 2,5. Pour le prix, ça vaut le coup. Pour le prix, ça vaut le coup. Si vous voulez commencer X-Factor avec ça, il aurait peut-être fallu... Il faut s'arrêter aux premiers épisodes parce que la fin va vraiment risque de vous écœurer, mais après les épisodes avec le psy, je sais pas si ça vaut le coup. Mais graphiquement, en tout cas, ça envoie du lourd et c'est une très bonne chose. Donc voilà. Cette Omnibus X-Factor, je vais lui mettre 2,5 parce que finalement, la fin est trop catastrophique. Bon, ça dure un peu longtemps cette semaine, mais il va falloir qu'on parle aussi d'un troisième bouquin. Et c'est Legends. Legends, donc qui est un DC paperback, une nouvelle collection de Urban Comics. Et cette nouvelle collection, elle est vraiment très bien. Puisqu'en fait, c'est un gros TPB, couverture souple. Ils ont fait la même chose pour Crisis, et là c'est Legends. Alors Crisis, ça m'intéressait pas parce que je l'ai lu et relu des centaines de fois. Et alors ce qui est bien, c'est que Legends, donc c'est le premier gros crossover post-Crisis, qui servait à introduire les nouvelles séries d'ici après Crisis, le nouveau Superman de John Byrne, le Wonder Woman de George Perez, la Suicide Squad, la nouvelle Justice League. Et donc il fallait faire un lien entre tout ça. Et donc Urban a décidé donc de nous publier le crossover Legends, qui fait que 6 numéros, mais avec tous les épisodes tie-in. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'en fait, ces épisodes tie-in, moi je les avais rarement lus, parce qu'ils n'ont jamais été diffusés en France, ou très peu. Et c'est vraiment des séries d'ici qui m'intéressent beaucoup. Pardon, je reviens après une petite pause. Donc c'est des séries qui m'intéressent beaucoup parce qu'on a plein de choses. On a les origines de Darkseid par John Byrne. Pas le meilleur John Byrne, mais ça reste son style que j'appellerais son style post-Fantastic Four. Donc avec les origines de Darkseid racontées par John Byrne. C'est très très bien.
On a un premier tie-in, c'est un numéro de Batman. Donc vous voyez, hein, c'est Legends Chapter 1, tie-in, crossover, voilà. Un épisode qui est dessiné par Trevor Van Eden. Trevor Van Eden, qui est un graphiste que j'aime beaucoup, qui a un style très différent, qui peut aller très très loin. Là, on sent vraiment l'hommage un petit peu à Alex Stott, tout ça. L'histoire est pas bonne, on va pas se mentir. L'histoire est un peu pourrie avec Magpie, qui est pas un personnage extraordinaire. Mais vraiment, les dessins de Trevor Van Eden sont très très bons. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On enchaîne avec un deuxième tie-in, pareil, qui n'a pas beaucoup de lien avec l'histoire, et c'est plus une histoire de Batman sous fond de Legends. Je vais vous raconter ce que c'est Legends. Dessiné par Klaus Johnson. Bah, Klaus Johnson, voilà, donc là aussi graphiquement c'est bien, même si l'histoire est pourrie. Et donc ce premier numéro de Legends, alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est scénarisé par John Ostrander. John Ostrander, grand scénariste. On parlait de John Dursema il y a quelques minutes. Il a sorti avec Star Wars Legacy un truc très bon, et Suicide Squad. Faudra peut-être que je vous en parle de ça, Suicide Squad à John Ostrander. Donc Legends, c'est quoi? Eh ben c'est Darkseid qui veut annihiler tous les super-héros sur Terre. Et donc il décide de faire une campagne de dénigrement via la presse, via ses personnages, via un homme politique. Et il va essayer de décrédibiliser les super-héros auprès du public. C'est un peu rapide parce que ça marche très très vite. Mais c'est bien parce qu'on a tous les super-héros. On a du Captain Marvel, alias Shazam. Vous voyez qu'on a les Teen Titans à côté. Et on va avoir tout l'univers d'ici qui va, à un moment, on va interdire tous les super-héros. On a un troisième tie-in ensuite, qui est le Green Lantern Corps de Steve Englehart et Joe Staton. À ma grande surprise, c'est très très bon. Je les ai jamais lus parce que ça n'a jamais été republié. Je les ai jamais fait en single. C'est pas mal. Alors là, on a toute une histoire sur Hal Jordan, qui sort avec Arisia, qui a 16 ans, mais qui a grandi, qui est devenue une femme maintenant, artificiellement. Les deux s'aiment, ça fait beaucoup jaser. En ce moment, c'était pas la bonne période pour parler de ça, on va dire. Mais ces épisodes du Green Lantern Corps, ils sont très très bons, avec un Guy Gardner fidèle à lui-même, des dessins de Joe Staton qui sont pas mal du tout. On enchaîne avec Legends, toujours pareil, où on revoit. Alors cette fois-ci, on nous sort le Blue Beetle, le Batman, le Firestorm. Guy Gardner revient, donc bon, les tie-ins servent pas à grand-chose, on va pas se mentir. Vous avez une mini-série Cosmic Boy de la Légion des super-héros par Keith Giffen, Ernie Colon, Paul Levitz. Ernie Colon, c'est le dessinateur de Amethyst, donc forcément il y a de grosses qualités chez Ernie Colon. C'est pas mal. En tout cas, moi, c'est des épisodes que j'ai jamais lus et je me suis pris vraiment. J'ai pris un réel plaisir à les lire. On a les épisodes de la Justice League, donc version de Jerry Conway, mais là c'est déjà John Mark de Matteis qui prend le relais avec ces ligueurs là un peu chelous. Mais c'est pas. C'est dessiné par Luke McDonnell. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Luke McDonnell. Quand c'est ancré par Steve Mitchell, ça marche très bien. C'est pas mal. Bon, c'est un peu rapide là aussi. On déclare la fin de la Justice League. Les personnages s'énervent un petit peu en 2 pages pour pas grand chose. Du Phantom Stranger. Alors là, le lien avec. Autant il y avait du fond, là je l'ai pas trouvé. Le lien avec Legend, avec ce qui se passe derrière. Mais bon, du Mike W. Barr, du Jim Aparo. Est-ce que je vous ai dit que je suis amoureux de Jim Aparo et de ses dessins? Moi, c'est un des dessinateurs que je préfère. Bon, qui nous a laissé, mais on a du José Luis Garcia Lopez. On en parlait très récemment de José Luis Garcia Lopez. C'est un gros dessinateur aussi. Et on a du Alan Moore. On a même du Alan Moore. Je plaisante pas, vous le voyez ici, là, un scénario de Alan Moore avec Joe Orlando. Alors ça raconte des origines différentes du Phantom Stranger. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. J'ai pas compris le concept, mais ça n'a rien à voir avec Legends, mais c'est pas mal. On a ensuite du Firestorm. Firestorm, toujours par John Ostrander et Joe Brozowski. Brozowski. Et j'adore Firestorm. C'est pas mal. Alors là, c'est toute une histoire sur. C'est assez compliqué. C'est un peu rapide là aussi. Vraiment, ce que je reproche, c'est que les personnages
ils shiftent dans leur pensée très rapidement. Euh, Là, concrètement, on est sur des épisodes sur le consentement. Ouais. Puisque Firestorm, vous savez, c'est la fusion de deux personnages. Et à un moment, il y en a un qui décide de fusionner alors que l'autre n'est pas d'accord. Et ça crée tout un dilemme. Ça crée tout un dilemme. On a aussi du Booster Gold de Danger Guns, où on apprend les origines de Booster Gold dans la série. Très très bonne série de Danger Guns, Booster Gold. Moi, je l'avais lu en showcase. Là, c'est bien d'avoir des épisodes de Booster Gold, de Danger Guns. On comprend un peu mieux. On a encore du Legends, hein, dessiné par John Byrne, du Cosmic Boy, de la Justice League, du Firestorm. On finira par du Blue Beetle avec Paris Cullins, un dessinateur que j'avais complètement oublié. Euh, donc bon, est-ce que ces tie-ins sont indispensables à la série? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont fun à lire? Oui. Est-ce qu'ils sont intéressants pour nous remettre de la bonne période DC Comics? Carrément. Carrément. Moi, ça m'a plus passionné limite les tie-ins que l'intrigue principale, hein, qui est très classique. Bon, c'est très bien dessiné puisque c'est du John Byrne, euh, ancré par... ah, comment il s'appelle c'est Karl Kesel, hein, je crois, l'encreur de... Karl Kesel, hein, qui est maintenant scénariste aussi à ses heures perdues. Euh, Franchement, j'ai trop envie de lire la suite. Ça a marché sur moi, je l'ai dévoré en un jour ou deux. Ça m'a éclaté. Bon, il faut aimer un petit peu les super-héros des années 80, avant la révolution Image, hein, mais en tout cas, moi, ça m'a donné la possibilité de lire des séries que je n'avais pas encore pu lire. Et même si les tie n'ont pas grand-chose à faire avec l'histoire, bah, ça ajoute une profondeur à l'histoire que moi j'ai bien aimé. Donc j'attends avec impatience la suite qui sort là, très prochainement, qui est peut-être même déjà sortie au moment où vous aurez la vidéo, mais je crois pas. Je crois que c'est dans un mois ou dans quelques semaines. Et donc je suis à fond dessus, j'attends la suite avec impatience. Voilà, donc Legends, ben moi je vais lui mettre... oh, bon, il y a un peu de tout et de rien, mais là moi je lui mets 3 brocolis sans problème à ce Legends. À ce Legends. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que je crois que l'émission est très très longue. C'est peut-être la critique d'Oupienne la plus longue depuis les débuts des critiques d'Oupienne. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager, commenter et à partager surtout votre passion des comics autour de vous. À très bientôt, salut.